Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Ce soir, Choc du Monde a rendez-vous à Moscou avec Alexis Tarade, qui est secrétaire général de l'association France-Russie Expatriation. Alexis Tarade, bonsoir. Bonsoir Edouard Chano. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Avec vous, nous allons évoquer les relations difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Paris et Moscou. Car dans quelques jours, la guerre en Ukraine entrera dans sa 3e année. Un conflit qui a coupé l'Europe occidentale et la Russie. Un conflit tragique dont bien sûr les répercussions sont considérables, non seulement pour les deux pays, mais pour l'ensemble de la planète. En 2 ans, en effet, le monde a basculé à cause de ce bras de fer entre l'Occident et Moscou. Alors je l'ai dit, la relation entre la France et la Russie, historiquement riche, est mise à mal depuis plusieurs années, si ce n'est bouleversée. Mais est-ce à jamais ? Alors pour répondre à cette question, nous avons avec nous Alexis Tarade. Comme je le disais, vous êtes secrétaire général de l'association France-Russie Expatriation. Vous vivez à Moscou. Vous avez été par ailleurs engagé au sein du Parti des Républicains, aussi à Moscou. Et vous êtes chroniqueur dans l'émission Allô, ici Moscou, présentée par Xavier Moreau sur RT en français. Alors, vous êtes resté à Moscou. Permettez-moi une première question quasiment personnelle. Vous êtes resté à Moscou après le début de ce conflit en Ukraine, le 24 février 2022. Je souligne cela parce que c'est rare. Tous les expatriés français ont, ou presque, déserté la Russie, mais vous non. Comment cela s'est-il passé, Alexis Tarade ? Comment avez-vous vécu cela et les 2 dernières années, les différentes phases de ce conflit ? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais avant tout que peut-être je n'ai pas déserté ou que les autres n'ont pas déserté non plus. Pour un grand nombre de Français de notre communauté, on leur a demandé de partir. Ou du moins, quand je dis on leur a demandé, je dirais on les a fortement incités de partir pour des raisons professionnelles. Donc, le message est peut-être pas aussi blanc ou aussi noir que vous le dites. C'est beaucoup plus complexe. Moi, j'ai vu effectivement au début de ce conflit, en février-mars, beaucoup de familles qui étaient déchirées de quitter la Russie et qui quittaient sous une pression de leur employeur, tout simplement. Également dans une période où, en plus, il y avait une pression qui était extrêmement forte de la part, je dirais, du ministère des Affaires étrangères, par le biais de communication du ministre, mais par le biais, ici, localement, de communication de notre ambassadeur, qui envoyait des lettres aux Français en demandant, effectivement, de partir, de quitter la Russie. Donc, moi, je suis un peu moins dur que vous. Ils n'ont pas fui la Russie, ils ont été, pour une très, très grande majorité, obligés, malheureusement, de quitter la Russie sous la pression. Donc des pressions plutôt que des déserteurs, si j'ai bien compris, Alexis Tarade. Oui. Les relations, donc, nous le disions, se sont progressivement tendues entre Paris et Moscou, d'abord en 2014, lors de l'annexion de la Crimée selon la Russie, rattachement selon Moscou, puis évidemment avec l'invasion de l'Ukraine selon Paris, opération militaire spéciale selon la Russie. Mais plus récemment encore, rien ne semble plus aller entre la France et la Russie. Alors je vous propose une mise au point pour que tout cela soit clair. Emmanuel Macron devait se rendre les 13 et 14 février en Ukraine, à Kiev et Odessa, mais ce déplacement a été reporté, a dévoilé Challenge. Le 11 février, à Paris, certains diplomates ukrainiens sont tombés des nues, ajoute l'article. Selon le magazine, l'Élysée admet à demi-mot qu'Emmanuel Macron aurait souhaité muscler l'aide française. En clair, les projets dans les tuyaux s'avéraient encore insuffisants, écrit Challenge. Cette révélation intervient alors que les relations entre Paris et Moscou se sont brusquement tendues à la suite de l'annonce par Emmanuel Macron le 16 janvier d'une nouvelle livraison de 40 missiles Scalp à Kiev. Le 18 janvier, la défense russe a annoncé une frappe à Kharkov, revendiquant avoir éliminé des mercenaires étrangers dont le noyau était constitué de Français. Le Quai d'Orsay a nié l'existence de mercenaires français en Ukraine, mais le ministre français de la Défense a admis la présence de combattants, déclarant sur LCI le 19 janvier « On n'a pas à leur interdire, on est encore une démocratie ». Moscou a dénoncé l'implication croissante de Paris dans le conflit avant que Stéphane Séjourné ne fustige la barbarie russe ayant visé des civils en Ukraine le 2 février à la suite de la mort de 2 humanitaires français près du front.
Barbarie russe, donc, selon Stéphane Séjourné. Alexis Darad, vous êtes français, vous vivez en Russie, comme nous l'avons dit. Comment jugez-vous cette sortie de Stéphane Séjourné ? Bon, Stéphane Séjourné vient d'arriver en poste. Je pense qu'on l'a vu lors de son premier déplacement, notamment c'était à Kiev. Il y a, moi c'est ce que j'en ressens, en tout cas la volonté de marquer son arrivée à ce ministère avec des faits et des déclarations qui peut-être sont peu mesurées sur un terme diplomatique. La question de la barbarie russe, enfin, je dirais, il faudrait pouvoir la qualifier juridiquement, légalement. Aujourd'hui, ça n'est pas fait au niveau de l'ONU, ce n'est pas fait non plus encore au point de vue de la Cour pénale internationale, même s'il y a un processus qui est en route, mais en tout cas qui n'est pas statué. Donc, je trouve que c'est diplomatiquement, en tout cas, c'est un message extrêmement surprenant et je vais être un peu redondant, mais qui manque de diplomatie pour quelqu'un qui est censé représenter la France et qui plus est, qui est censé essayer de trouver un terrain d'entente ou de bonne entente entre la France et la Russie, et peut-être même être le pays, je parle de nous, Français et la France, le pays qui puisse un jour, qui sait, être moteur d'un dialogue avec l'Ukraine. Donc là, ça me paraît compromis, effectivement, en ayant des positions aussi fermes et aussi drastiques. Des positions tranchées selon vous. La Russie, de son côté, a toujours été très admirative, historiquement, encore une fois, de la France. Mais comment perçoit-on désormais la France depuis ce conflit, depuis cette guerre en Ukraine ? Avez-vous ressenti davantage d'hostilité au quotidien à Moscou que depuis les années précédentes, les décennies précédentes ? Non, moi absolument pas, et j'ai pas eu d'écho ou de retour, notamment par exemple des membres de notre association, des adhérents, qu'ils avaient subi des agressions ou des insultes ou des propos désobligeants du fait de leur nationalité ou autre. Voilà, j'en ai jamais entendu parler. Et en ce sens, la russophobie que nous avons vécue, que nous vivons en France, n'est pas, je dirais, il n'y a pas d'effet miroir ici en Russie, il n'y a pas d'eurobophobie, de francophobie ou d'occidentalophobie, ça n'existe pas. Alors, moi je parle de Moscou, je parle de Saint-Pétersbourg, je parle des grandes villes, peut-être effectivement qu'on peut avoir des cas isolés, dans des villes plus rurales, où peut-être l'entité ou l'idée patriotique est plus marquée, mais en tout cas dans les très grandes villes russes, effectivement, on n'a pas ce phénomène-là. Vous avez eu des retours justement sur des événements de ce genre en province ? Non, justement, aujourd'hui, il n'y a pas ce phénomène. Ce qui prouve justement que la population russe arrive à faire, je dirais, la différence entre le citoyen que l'on peut être, que je suis par exemple, étranger, sur son territoire, et puis la situation diplomatique compliquée, complexe, dont vous venez de parler, entre nos deux pays. Donc là, je trouve qu'il y a plutôt une bonne intelligence des Russes. Voilà, non, pas de problématique, on peut marcher, je dirais, tranquillement dans les rues de Moscou. Marcher tranquillement, la situation est sécuritaire, d'ailleurs nous allons revenir là-dessus, mais le journaliste américain Tucker Carlson l'a déclaré il y a 48 heures, alors qu'il était dans un forum à Dubaï, me semble-t-il, que la situation était en effet très sécurisante à Moscou. Nous avons évoqué les départs des Français de Russie. Avez-vous une estimation sur le nombre de ressortissants français qui restent encore à Moscou et en province aujourd'hui? Sur toute la Russie, alors on a une estimation qui est notre estimation parce qu'il n'y a aucun chiffre volontairement qui est officiel sur cette question. Je pense qu'on peut le dire avec beaucoup de franchise, c'est un sujet un peu tabou au niveau du consulat ou de l'ambassade de France, ici en Russie. Et effectivement, il n'y a pas une clarté sur les vagues, je dirais, d'exode ou de départ. Je dirais depuis 2022, oui, mais il faudrait remonter même peut-être depuis 2015. Moi, je suis en Russie depuis maintenant, je crois, 11 ou 12 ans. J'ai vu progressivement cette vague de départ qui est liée à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ça a commencé progressivement à partir de 2015, ça s'est accentué. Bien entendu, le phénomène a explosé à partir de 2022, de début 2022, c'est-à-dire février, mars, avril, mai
2022, ça a été c'était une tornade à Moscou, dans la communauté, effectivement. Mais il n'y a pas de chiffres, pour revenir à votre question, extrêmement précis et officiels, en tout cas, sur la question. Ce que l'on sait de toutes les, je dirais, les discussions que l'on peut avoir avec les listes qui sont constituées par les élus consulaires, par les différentes associations, par, voilà, on va dire toute cette communauté française active, c'est qu'on estime aujourd'hui à globalement à peu près 800 la présence de Français sur toute la Russie. Donc c'est très peu comparé à ce que la communauté a été. Je rappelle que ça a été la deuxième plus importante communauté sur le sol russe, étrangère sur le sol russe. La première étant à l'époque la communauté allemande. C'était vraiment une communauté étrangère extrêmement active en Fédération russe. Et puis je dirais, il y a un deuxième grand jour. Excusez-moi, Alexis Tarade, au grand jour, cela correspondait à combien de milliers, de dizaines de milliers de Français en Russie? Non, alors ça correspondait à des dizaines de milliers, puisque ça correspondait globalement en officiel, c'est-à-dire enregistré auprès du consulat de France comme étant physiquement ici, on comptait à peu près 15, un peu plus de 15, 17 000 Français, et donc avec les non-inscrits, mais dont on savait qu'ils étaient là, on estimait qu'on montait à 20, voire au grand maximum 25 000. Mais bon, je pense que la fourchette était plus autour des 20 000. Donc c'était quand même une communauté relativement importante. Deuxième effet qu'elle avait, et qu'elle n'a plus aujourd'hui. Nous sommes passés de 20 000 à 800 ressortissants. Et 800, je pense qu'on est généreux aujourd'hui. On le voit, le phénomène, notamment, on peut le mesurer au travers des enfants inscrits auprès de l'école française. Et là, c'était une diminution considérable, ce qui change notamment la question de l'enseignement français, en l'occurrence. Et pour finir sur la question, on a aussi un deuxième effet qui s'est créé post-février 2022, c'est qu'avant, la communauté était dispatchée dans différentes villes de Russie, et qu'aujourd'hui, on va la schématiser à 99%. Elle est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et quand je dis à 99% entre ces deux villes, il faudrait comptabiliser à 80% à Moscou et un tout petit peu à Saint-Pétersbourg. Voilà. Je vais revenir sur la situation quasiment sur le front, enfin en tout cas l'état d'esprit de la population russe à l'égard du conflit. La situation sur le front a évidemment beaucoup évolué en 10 ans, entre l'offensive russe, le ressac des troupes russes, puis une sorte de stabilisation du front. Dans les médias français, on répète à l'envi que le front est, je cite, gelé. Me semble-t-il de manière assez naïve, si vous me permettez ce jugement, puisque le conflit n'est pas seulement territorial. Nous pouvons d'ailleurs voir sur cette carte du front que le conflit est en effet relativement fixé, mais cela n'en dit pas plus sur la situation géopolitique, sur le rapport de force, sur la bonne santé des politiques russes, en tout cas en apparence. Je disais que l'opinion russe a évolué en 2 ans. Le climat était sans doute anxiogène au début du conflit et encore davantage à l'été et à l'automne 2022, quand l'armée russe a subi des échecs sur le front. Alexis Tarade, comment avez-vous vécu ce roller coaster émotionnel en Russie, si vous me permettez l'expression? En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'il y ait une évolution dans la perception de la situation par la population russe. Je ne pense même pas qu'on est dans un effet justement de roller coaster. On a connu 2 moments, ou même un seul, véritablement un moment important où il y a eu de l'agacement. C'est pas une évolution du sentiment, c'est juste de l'agacement de la population parce que les choses n'avançaient pas ou parce que effectivement lors de la première offensive qui a permis à l'armée ukrainienne de reprendre une partie du terrain où là il y avait un recul de l'armée russe, ça a agacé les populations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une variation, sur le leitmotiv de soutien patriotique. Il y avait un agacement parce que les choses n'avançaient pas aussi vite que la population l'aimerait, que certains hommes politiques, d'ailleurs le disaient, on parle souvent de Vladimir Poutine en Occident comme étant un dictateur fou, etc. Je trouve que si on compare aujourd'hui le spectre politique en Russie, c'est plutôt peut-être le plus mesuré sur la question. Je rappelle qu'un opposant qu'on aime beaucoup à citer en Europe, comme un exemple, Navalny, en 2015, disait qu'il fallait envoyer les tanks jusqu'à Kiev suite au Maïdan. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas aussi blanches et aussi noires qu'on essaie de présenter en Europe. Et il y a aussi dans la population ici en Russie et dans la classe politique ici en Russie, pas une opposition sur la question de ne pas faire ce conflit, mais plutôt de la question de pourquoi ça n'avance pas aussi vite qu'il le voudrait. Donc ça, c'est...
Et désormais, est-ce que la population, l'opinion russe, selon vous, a compris cette guerre d'attrition, parce qu'il s'agit de cela. Les troupes russes avancent peut-être moins, mais semblent en tout cas remporter pour l'heure ce conflit attritionnel. C'est compliqué, effectivement, dans la mentalité russe, peut-être de comprendre ce principe d'avancer un peu comme un rouleau compresseur lent et inexorable. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Beaucoup aimeraient que ça aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, que les frappes sur Kiev soient beaucoup plus massives, que le Parlement ukrainien, que Zelensky soit mis en danger, etc. Voilà, et ils ne comprennent pas pourquoi finalement ça ne va pas beaucoup plus vite. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas d'accord non plus avec le terme de... Je vous rejoins parfaitement, je ne suis pas d'accord avec le terme de conflit gelé. On n'est pas dans un conflit gelé, on est dans un conflit où on est dans une phase extrêmement importante, où deux blocs sont en train de s'affronter, mais ce qui est je dirais de celui qui prendra le dessus aujourd'hui, il y aura je dirais une évolution, une avancée considérable qui va se créer derrière. Donc c'est-à-dire que le premier qui va s'effondrer maintenant va entraîner un effet dévastateur sur son camp. Donc on n'est pas dans un conflit gelé, on est dans un moment, je dirais, un bras de fer très très intense. Comment vit-on à Moscou? La Russie, je le rappelle, est coupée de l'Europe et de l'Occident. Comment vit-on sous sanctions occidentales? Encore une fois, dans les médias occidentaux, on déchante un peu sur l'effet de ces sanctions, mais on entend quand même, en France, en Europe, parler d'une inflation record en Russie qui atteindrait 15%, si ce n'est plus, par exemple sur le prix de la volaille, du poulet, dit-on. Ouais. Enfin, j'ai entendu qu'il n'y avait plus d'œufs, j'ai entendu qu'il n'y avait plus de poulet. Enfin, on prenait des caisses, des machines à laver pour envoyer dans les missiles. Bon, on est dans un fantasme. C'est même pas un fantasme, en fait, on est dans une propagande de guerre. Je dirais de toutes les parties, et notamment nous, nos parties occidentales, où on a des médias qui vont avoir envie d'essayer d'influer sur le psychisme, ou en tout cas la résilience des populations, notamment russes, mais à tort, parce qu'en fait ici, les gens, et c'est peut-être un petit peu dur ce que je veux dire, et peut-être que certains de vos téléspectateurs vont en être choqués, mais ici, on ne perçoit pas la guerre. On est loin du frein. La vie se passe de manière extrêmement, je dirais, traditionnelle pour tout habitant d'une grande métropole mondiale. Je dirais même que ça se passe même plutôt bien, plutôt mieux même que dans des capitales, d'autres capitales mondiales. Je reprends d'ailleurs la déclaration de Carson Tucker lors d'un forum, je crois hier ou avant-hier, où il disait qu'il trouvait que Moscou était une ville beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sûre que beaucoup de villes qu'il connaissait aux États-Unis. Ben oui, c'est la réalité. Ça l'est, c'est plus propre, c'est plus sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vos enfants en sortent le soir. Et puis, vous trouvez tout ce qui fait la vie dans une métropole comme Paris, Londres, Tokyo ou autres, en termes de fourniture, de marchandises, etc. Mais cela dit, l'effort de guerre russe est bien réel, semble-t-il. Oui, mais enfin, l'effort de guerre est soutenu par une économie qui est extrêmement forte. Moi, je ne suis pas économiste, mais ceci étant, pour toutes les personnes qui s'intéressent au sujet et qui écoutent les experts parler de la question, la Russie est assise sur des capacités économiques qui lui permettent justement de déclencher cet effort de guerre sans qu'il y ait un saignement du mode de vie de ces populations. Voilà. Donc, non, on n'est pas dans une crise comme vous décriviez, que nos médias en parlaient. L'inflation de 15% me paraît complètement farfelue. Moi, j'ai pas cette problématique au quotidien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inflation. Bien évidemment, les prix ont augmenté. Enfin, ils ont augmenté énormément à Paris, ils ont augmenté énormément à Bordeaux, ils ont augmenté énormément à Lyon et dans toutes nos villes de France. Mais je dirais qu'ici, on est encore dans un cadre de vie qui est tout à fait accessible pour, je dirais, toute la population russe dans sa globalité. Alors bien sûr, l'un des effets de la guerre en Ukraine a été l'ouverture de la Russie
vers d'autres alliés. La liste est considérable. La Chine, bien sûr, on pense toujours à Xi Jinping, mais aussi aux autres membres des BRICS qui se sont d'ailleurs élargis, mais aussi au Moyen-Orient, au prince saoudien Ben Salman, à l'Afrique évidemment. Le monde ne pense pas comme l'Occident, semble-t-il, c'est devenu une évidence. Mais inversement, Alexis Tarade, ne craignez-vous pas que ce jeu se retourne quand même un peu contre la Russie, qui risquerait de se retrouver avec de nouvelles dépendances, voire même vassalisées? On pense souvent à Pékin, à la Chine, quand on évoque cette hypothèse, bien sûr, encore une fois en Occident principalement, de vassalisation par la Chine. C'est un sujet très complexe et j'aurais tendance à dire qui vivra verra. Vladimir Poutine a dit quelque chose de tout à fait cohérent dans son débat avec Tucker Carlson à propos de la Chine. Il dit « Nous vivons ensemble côte à côte depuis des siècles et le fait d'avoir des frontières communes nous force inéluctablement, quoi qu'il arrive, à développer nos relations économiques, diplomatiques, etc. » Donc la Russie et la Chine seront toujours obligés de s'entendre, seront toujours obligés d'avoir une coopération. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il y aura un jour l'un de ces deux pays, on pense à la Chine naturellement, qui prennent l'ascendant et donc qui prennent une domination, une dépendance et qui créent une dépendance pour la Russie vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On verra peut-être dans le futur. Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, moi je pense, je suis très objectif, mais je pense qu'elle reviendra vers l'Occident et notamment l'Europe pour des questions de réalité économique et puis peut-être on en parlera pour des questions de réalité culturelle. Elle reviendra naturellement. Ça va peut-être prendre du temps, mais en attendant, elle s'est tournée vers les BRICS, vers tous ces pays qui sont aujourd'hui très attentifs à la situation parce qu'ils trouvent dans cet affrontement entre la Russie et l'Occident, ils se retrouvent dans la question, donc ils regardent avec un œil très intéressé parce que ces pays, ils en ont marre pour une grande partie. On parlait d'Afrique, on parlait des pays d'Amérique du Sud, on parlait des pays du Middle East, de cette frontière colonisée. Vous me parliez tout à l'heure de l'Arabie Saoudite. On pourrait rajouter les Émirats Arabes Unis qui ont été pendant très longtemps des protectorats américains et qui aujourd'hui, par leur rentrée dans les BRICS, envoient un vrai message diplomatique de ras-le-bol, en tout cas de dire voilà, maintenant on est autonome, nous ne sommes pas votre domination, donc on se tourne vers qui on veut. Et ça a un intérêt pour la Russie parce que ça lui permet de créer, certes, des dépendances vis-à-vis de l'Inde ou de la Chine aujourd'hui physiquement parce qu'il y a une économie à tenir en haleine pour pouvoir maintenir son effort de guerre, mais ça lui permet aussi d'ouvrir d'autres portes vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis justement des Émirats Arabes Unis où il y a, je crois que la Russie est la première source de tourisme dans le pays, vers la Turquie. Ne l'oublions pas, les liens avec la Turquie économique se sont extrêmement développés ces dernières années. Donc la Russie progressivement s'ouvre aussi beaucoup de nouvelles portes. Donc ça, il faudra quand même le prendre en compte dans son développement économique futur. De nouvelles portes. Cela fait évidemment penser à un projet pharaonique, colossal de Vladimir Poutine, le corridor Nord-Sud, que l'on évoque souvent dans Choc du Monde, et je vous invite à retrouver encore une fois cette carte réalisée par notre équipe. Voici encore de quoi il s'agit. C'est un projet qui permet multimodal, qui permet de relier la Baltique au Golfe Persique en 2 semaines, 3 semaines éventuellement. Alors ma question, Alexis Tarade, sera moins économique que sociale, mais comment les Russes vivent-ils cette ouverture au sud que vous décrivez et qui a aussi des déclinaisons très concrètes comme nous le voyons avec ce corridor nord-sud? Qu'est-ce que cela signifie pour les Russes qui, jusqu'à peut-être récemment, avaient les yeux tournés vers l'Occident? Est-ce qu'ils suivent ce changement? Comment le vivent-ils? Alors, ils le suivent, ça c'est une certitude. Je vais donner une anecdote à l'occasion du Nouvel An chinois qui avait lieu il y a de ça 2-3 jours ou quelques jours, j'ai oublié. Pour la première fois, il y avait effectivement sur une artère qui part de la place Rouge, qui est une artère piétonnière avec toute une décoration, une mise en scène pour mettre en avant cet événement. Donc, il y avait véritablement une envie de Moscou de montrer qu'on se tournait vers la Chine. Malheureusement, ça n'a pas attiré énormément de monde, ça n'a pas été un événement qui a fasciné les foules et les a drainés dans la rue par ce froid intense. Donc, ça résume à peu près la situation, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de se tourner vers d'autres horizons, on vient d'en parler avant, et donc les Russes le font naturellement parce que c'est leur intérêt économique. Par contre,
en termes je dirais culturels, en termes de proximité dans les modes de vie. Il y a eu une fracture aujourd'hui diplomatique avec l'Occident, mais pour n'importe quel Russe que vous arrêtez à Moscou, à Saint-Pétersbourg, je dirais dans cette partie ouest de la Russie, on va dire ouest de l'Oural, eh bien, les gens se sentent européens, je suis désolé de le dire, mais c'est encore un effet ou une vérité. Et cela s'accompagne, à votre avis, d'une blessure ou Oui. d'une certaine rancœur à l'égard de l'Occident depuis 2 ans? Mais voilà, c'est exactement ça. C'est pas une question depuis 2 ans en fait. La Russie vit avec. Moi, j'ai toujours comparé la Russie et la relation de la Russie et de l'Europe un petit peu, ou de la Russie et de la France tout particulièrement, à l'histoire d'un couple amoureux où l'un aime moins l'autre que lui. Et donc, il y a une frustration, il y a un côté déception, soyons très clairs, parfois un peu de colère. Voilà, on est dans cette métaphore du couple où la Russie aime beaucoup la France, elle aime beaucoup l'Europe. Elle a des yeux de chimère, parfois sur certains points où elle ne perçoit pas nos faiblesses, où elle ne perçoit pas tous les dysfonctionnements chez nous. Et puis, là, du fait de la colère, du fait de la rancœur qui se crée autour de ce conflit, du fait des poids, des diplomaties, des jeux politiques, etc., les autorités russes mettent je dirais, le doigt sur nos défauts et les montrent à la population. Et donc, il y a une petite dissension qui se crée. Mais voilà, on reste entre deux peuples occidentaux, soyons honnêtes. Alors nous allons revenir sur... Vous avez évoqué l'entretien entre Vladimir Poutine et le journaliste vedette américain Tucker Carlson, qui a eu lieu le 9 février, après quelques jours d'attente qui ont fait frémir tout le monde à la fois en Russie et en Occident. L'entretien a donc fait grand bruit, beaucoup fait jaser. Nous n'allons pas revenir sur tout. J'aurais 2 questions principales à vous poser sur cet entretien, Alexis Tarade. La première, pensez-vous que l'Occident en général, la France en particulier, peuvent comprendre les arguments russes et les revendications de Poutine sur le fait qu'une partie de l'Ukraine d'aujourd'hui est en réalité russe? Alors, petite parenthèse, je pense que les quelques jours avant l'interview était en fait une stratégie de teasing extrêmement bien menée. C'est ce que je pense aujourd'hui avec le recul. Pour revenir sur l'interview et sur la question que vous venez de poser, qui est même au-delà de la question d'interview, je pense que je pense que nous devons essayer de comprendre ce que dit la Russie. Et c'est là aujourd'hui qu'il y a un problème. Et c'est en ça que je trouve que l'interview, pour moi, a eu des lacunes, peut-être dans la communication, mais il a eu en tout cas une force. C'est la force du message qui a été véhiculé. Donc, je dirais, c'est vraiment ce débat du fond et de la forme. Sur le fond, Vladimir Poutine a pu s'exprimer auprès des Européens et j'espère que les Occidentaux, les Européens, les Américains ont essayé de comprendre cette position russe qui fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Donc je crois que le message était bon sur le fond. Sur la forme, je ne suis pas certain. Pourquoi je dis ça? Parce que on s'adressait notamment majoritairement aux Américains. Là, dans ce message-là, on connaît nos amis américains, ce sont des gens avec énormément de qualité, mais la géographie et l'histoire n'est pas toujours leur point fort. Et commencer cette interview de 2 heures par 30 minutes, 40 minutes d'histoire de la Russie médiévale, je ne suis pas certain qu'on ait gardé beaucoup d'Américains je dirais, devant l'écran. Donc là, je pense que, voilà, encore une fois, c'est peut-être toute la faiblesse de la Russie, c'est de ne pas savoir communiquer avec un message qui soit compréhensible par nous, occidentaux. Ce que nous attendons comme message, comme communication, ce que nous attendons comme dialogue, nous, occidentaux, et pas forcément ce que les peuples slaves aiment à pratiquer. Voilà. Alors, Poutine a déclaré, et là nous sommes dans ce qu'il y avait de plus concret, sans doute, dans son entretien, beaucoup moins historique, il a déclaré, je cite, « Je vois que les Occidentaux voudraient négocier une sortie de crise, mais ils ne savent pas, selon lui, comment faire ?» Alors, voyez-vous, Alexis Tarade, une sortie de crise se profiler, se dessiner en Ukraine, alors que Kiev est, semble-t-il, dans une posture pour le moins délicate? L'aide européenne a été malmenée, l'aide américaine est toujours en suspens. Alors, une sortie de crise peut-elle se profiler? Comment pourrait-elle advenir selon vous, Alexis Tarade? Ouais, alors, je ne suis pas forcément le meilleur
meilleur pronostiqueur, puisque j'avais pronostiqué une fin du conflit au maximum fin du premier trimestre 2024 sur le terrain, je parle. Donc, bon, vous allez me dire, il me reste encore globalement un peu plus d'un mois, mais ça me paraît difficile. Pour être plus sérieux, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où une marche arrière de l'un ou des deux des partis est impossible, très clairement. L'Ukraine ne peut pas s'arrêter, ne peut pas discuter parce que ça entraînerait inéluctablement sa disparition à court ou moyen terme, et la Russie ne peut pas s'arrêter ou ne doit pas s'arrêter parce que de toute façon, elle est aujourd'hui sur une dynamique positive et donc elle n'a pas de nécessité ou de réalité de s'arrêter. Ensuite, il y a, je dirais, le troisième tiers dans l'histoire. C'est un peu un couple à trois, cette histoire ukrainienne. C'est nous, les Occidentaux. Et nous, alors, justement, le nous n'est même pas un nous unique, c'est un double nous. Il y a le nous européen, il y a le nous américain. Et là, encore une fois, on n'a pas non plus les mêmes objectifs ou les mêmes obligations. Et en ce sens, je pense que, effectivement, si les Américains, eux, ont une envie peut-être de calmer le soutien, de calmer les choses, en tout cas de passer à autre chose et de s'occuper de questions plus domestiques. On le voit avec la question du Texas. Côté européen, nous, on continue à être, je dirais, en guerre frontale, parce qu'on peut dire qu'on n'est pas en guerre avec la Russie. Moi, je crois qu'on est en guerre avec la Russie, pas sur le terrain, pas militairement, mais en tout cas diplomatiquement, économiquement, etc. Nous sommes en guerre avec la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête à accepter sa défaite. Parce que négocier, ce serait reconnaître que tous les efforts qui ont été faits jusque-là l'ont été faits en vain. Et à mon sens, l'Europe, nous ne sommes pas psychologiquement, en tout cas nos leaders, je ne parle pas de nos populations, mais nos leaders ne sont malheureusement pas prêts à accepter de reconnaître leurs erreurs. Donc je pense qu'on n'est pas dans ce temps. Pour l'instant, pas dans ce temps, d'autant plus, je prends un exemple très récent, dimanche dernier, Alexander Stubb, qui vient de remporter l'élection présidentielle finlandaise, a soutenu que la Russie avait déjà perdu la guerre, donc il dit vraiment le contraire d'un certain nombre de personnes, puisque l'Ukraine entrerait, selon lui, de facto dans l'Union européenne et dans l'OTAN, tôt ou tard. Alors, question quand même un peu à contre-courant, mais le bilan est-il vraiment si positif pour Poutine et pour la Russie, Alexis Tarade? Je pense qu'il n'y a pas de bilan positif ou négatif aujourd'hui. On est en cours d'une opération, elle n'est pas finie. Le bilan, il se tirera à la fin. C'est le principe d'un bilan, on le tire toujours à la fin. Là, on est, je dirais, à mi-chemin, on est à plus que la moitié du chemin, je l'espère en tout cas, et je le crois sincèrement. Il y a deux failles qui seront attirées dans ce bilan pour savoir qui a gagné. Il y a, je dirais, la partie militaire, c'est-à-dire le terrain, physiquement, où en sont les frontières à l'issue du combat. Donc là, force est de constater que quand même, il suffit de regarder les cartes pour voir que l'avancée est du côté des armées russes. Donc pour l'instant, je ne vois pas comment on peut dire que la Russie a perdu, puisqu'elle est en train de progresser et que l'Ukraine est militairement sur des difficultés considérables qui se sont demandées dans tous les médias, donc on ne va pas revenir dessus. Deuxièmement, pour savoir qui a gagné, il faudrait parler de la diplomatie et d'économie. Donc c'est peut-être un double bloc qu'on peut composer ensemble, diplomatie et économie. Sur ce point-là, j'aurais tendance à dire, là, peut-être on peut déjà, dès aujourd'hui, tirer, je dirais, un bilan. Malheureusement, pour ce nouveau président finlandais, je pense que très clairement, Vladimir Poutine a gagné. La Russie a gagné parce qu'elle s'est développée économiquement dans des mesures qui n'étaient pas imaginables avant. Et diplomatiquement, elle a su fédérer, je dirais, quasiment les trois quarts du monde. Peut-être pas en soutien direct, mais en tout cas dans une neutralité bienveillante. Le terme de neutralité bienveillante est un petit peu, je dirais, original, mais en tout cas, voilà, c'est l'Occident contre le reste du monde aujourd'hui, si on veut schématiser. C'est ce qu'on voit avec tout ce qui a été tenté par l'ONU, par les Nations Unies ou par les Occidentaux d'imposer des sanctions contre la Russie à tous les acteurs mondiaux. Et ça n'a jamais marché pour une raison très simple, c'est que voilà, il n'y a pas une unité sur la question de défense ou de soutien à l'Ukraine. Voilà. Ça n'a jamais marché contre la Russie. Eh bien, Alexis Tarade, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes ici à Moscou. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Surtout, je vous rappelle, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci à vous.